Bonsoir à tous, nous sommes en direct. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission spéciale législative de France 3 Bretagne. Dans à peine plus de 10 jours, vous allez voter pour désigner votre député, l'un des 27 Bretons qui va siéger à l'Assemblée nationale. Chaque semaine, avec nos partenaires France Bleu et Ouest France, nous vous proposons des débats dans chaque département. Ce soir, honneur au Finistère et plus particulièrement à la circonscription de Brest-Centre. Et avec moi pour animer ce débat, Valérie Lenigène de France Bleu Brésil. Bonsoir Valérie. Zoom ce soir sur cette deuxième circonscription du Finistère, une circonscription particulièrement urbaine. C'est vrai, elle est particulièrement urbaine. 4 communes, Brest, Bohard, Guilher et Gouesnou. Elle est aussi plus jeune que la moyenne puisque la moitié de la population a moins de 36 ans. Le taux de chômage est en revanche plus élevé qu'au niveau national. Et en 2019, 15% des habitants avaient un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Alors, nous disposons donc d'une heure pour décrypter ensemble les enjeux de ce scrutin sur le territoire et son avenir avec nos invités. Jean-Charles Larsonneur, bonsoir. Vous êtes député sortant. Vous aviez été élu avec l'étiquette de La République En Marche, majorité qui ne vous a pas renouvelé son investiture. Marc Coatanea, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez l'investiture d'Ensemble, donc l'alliance de la majorité présidentielle. Vous venez du Parti socialiste et vous étiez déjà sous la bannière LREM pour les municipales à Brest en 2020. Pierre-Yves Cadalin, bonsoir. Vous êtes issu de la France Insoumise. Vous avez été investi dans le cadre de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la NUP. C'est votre second combat pour les législatives et vous étiez incliné en 2017 face à Jean-Charles Larsonneur. Tout à fait. Et l'histoire ne repasse jamais les plats. Reza Salami, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes socialiste, proche du maire de Brest, François Cuyante. Vous êtes l'un de ses adjoints. Vous refusez la nouvelle Union populaire, écologique et sociale et vous vous présentez donc comme dissident. Tout à fait. Bonsoir Anne Gélébar, vous êtes la candidate de la droite et du centre. Vous avez été investie par l'UDI, les Républicains et le Nouveau Centre. Enfin, Bienvenue. bonsoir Elisabeth Louvel. Bonsoir. Vous êtes donc la candidate de Reconquête. Absolument. Alors sachez qu'en plus de nos invités présents sur ce plateau, on dénombre 10 autres candidats dans cette circonscription. Voici leurs noms et leurs étiquettes. J'en profite pour vous préciser que nous appliquons le principe de l'équité du temps de parole qui est décompté depuis la régie. Alors commençons ce débat avec quelques questions politiques. Et pour y voir plus clair, avant d'attaquer, voici un petit tour des forces en présence. Le point avec Bruno Laurent. En 2017, c'est Jean-Charles Larsonneur, porté par le raz-de-marée de La République En Marche, qui arrache la circonscription à la socialiste Patricia Adam, candidate alors à un 4e mandat. 5 ans plus tard, ils sont 3 à revendiquer cette étiquette de la majorité présidentielle. Le député sortant, qui n'a pas été réinvesti, le porte-parole de LREM, Michael Cabon, pas investi non plus, et Marc Coatanea, ancien socialiste, devenu marcheur, ancien proche de François Cuyandre. Face à eux, la NUPES a désigné Pierre-Yves Cadalin, candidat LFI qui avait été finaliste en 2017. C'est donc l'heure de la revanche pour lui, mais il devra faire face à 2 adjoints du maire brestois, un socialiste dissident, Reza Salami, et Fortuné Pellicano, conseiller régional investi par le Parti radical de gauche. À droite, rififi aussi, puisque la candidate, ancienne marcheuse, investie par l'UDI, est rejetée par les Républicains. Au total, ils sont 16 candidats sur une ligne de départ bien éparpillée, avec en tête les scores de la présidentielle. Emmanuel Macron, 30,6% au premier tour, était talonné de près par Jean-Luc Mélenchon, 26,1%. Alors Jean-Charles Larsonneur, vous vous revendiquez de la majorité présidentielle, mais vous avez certainement lu ce communiqué sans équivoque des 4 ténors de l'Alliance Ensemble, Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe et Stanislas Guérini, qui précisaient que le candidat officiel, c'est Marc Coatanea. Sinon, c'est de l'usurpation. Êtes-vous un usurpateur ? Écoutez, je suis député de la majorité présidentielle depuis 5 ans. Je le suis actuellement. Et si je suis réélu, je siégerai de nouveau au sein de la majorité présidentielle. Un homme loyal et libre. Pourquoi n'avez-vous pas été réinvesti ? Mais écoutez, moi je me présente avec l'idée que je peux rassembler largement, que ma candidature est probablement une candidature de rassemblement la plus large possible du centre-gauche à la droite, contre les projets extrémistes de Mme Louvel et des extrêmes droites, le projet mélenchoniste que je rejette, et parce que j'ai un bilan.
sur l'emploi, sur le social, sur la défense, la sécurité. J'ai œuvré pendant 5 ans. Hier, dans un tweet, vous avez carrément demandé à Marc Otanera de retirer sa candidature. Il est encore temps de se démettre. Alors, Marc Otanera, vous vous présentez donc face à un député LREM de la première heure. Pourquoi, selon vous, n'a-t-il pas été réinvesti ? Alors écoutez, moi je vais être très clair sur 3 points, rapidement. Le premier, vous l'avez rappelé, j'ai le soutien de la majorité présidentielle, le MoDem de François Bayrou, Horizon d'Édouard Philippe, La République En Marche et le soutien du président de la République. Oui, mais pourquoi Voilà. vous, quand on est un député sortant? Ensuite, deuxième point sur lequel je tiens à être très clair, il y a en France une vingtaine de parlementaires, de députés de la majorité qui n'ont pas été reconduits. Pas un, une vingtaine. Pourquoi ? Un seul en Bretagne. Pourquoi ? Parce que le travail n'a pas été à la hauteur de ce qui était attendu par le président de la République. Donc il n'a pas assez Alors, travaillé, c'est ça votre... Je laisserai les électeurs se forger une opinion. D'ailleurs, je les invite à aller sur nosdéputés.fr, parce qu'il ne suffirait pas pour moi de proclamer qu'il n'est pas assez travaillé. Je les invite à aller voir et constater ce qu'a été le travail effectué. En réalité, le président de la République a été très clair. Il a considéré qu'il fallait un député sur le terrain et au travail tous les jours. Enfin, troisième point sur lequel, si je puis terminer, Monsieur Larsonneur. Troisième point sur lequel je veux... J'y reviendrai. Troisième point sur lequel je veux être clair, c'est dans cette campagne législative, je n'ai qu'un adversaire, c'est les extrêmes. Qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est les extrêmes, parce que tout ce qui est excessif est au mieux inutile, au pire dangereux pour le pays. On laisse M. Larsonneur répondre sur la question du travail. Non, je crois, mais c'est bien naturel, monsieur le conseiller municipal, que vous méconnaissez profondément la nature du travail parlementaire. Quand la commission de la Défense vous missionne pour être rapporteur budgétaire sur le budget des armées, un budget essentiel pour Brest, peut-être qu'on y reviendra, pour la base navale, pour l'île longue, pour les équipements, pour nos militaires, pour nos marins, ou vous missionne pour aller s'intéresser à l'Europe de l'Est, à la crise en Ukraine, sur laquelle j'ai porté un rapport, ma foi, plutôt visionnaire, qui était remarqué, que vous allez voir un ministre de la Défense estonien, un ministre de la Défense polonais, ou un état-major italien ou roumain, mais vous n'êtes pas à faire le presse-bouton à l'Assemblée. Et j'en suis très fier. C'est ma conception. Je vous le confirme. J'en suis très fier parce que c'est ma conception du rôle de député. Ce matin, dans une tribune publiée par le Télégramme, le maire de Brest, François Cuyante, souligne que vous n'avez pas été désigné par les militants locaux, mais par les instances parisiennes. Qu'est-ce que vous lui dites ? Oh, écoutez, je ne suis pas certain que nos auditeurs se retrouvent dans les débats d'appareil, parce qu'à ce tarif-là, je ne suis pas certain que mon voisin lui-même n'ait été désigné par autre chose que ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est-à-dire une dissidence sur un accord politique. Et vos détracteurs les plus féroces parlent de traîtrise, puisqu'après 25 ans d'engagement à gauche, vous avez déclaré à un moment, s'il n'en reste qu'un au PS, je serai celui-là, avant de finalement rejoindre les marcheurs. Est-ce que c'est une phrase que vous regrettez aujourd'hui ? Écoutez, j'ai peut-être eu raison trop tôt. Quand je vois où est rendu le Parti socialiste à faire une alliance contre nature avec Jean-Luc Mélenchon, qui remet sous le tapis tous ses engagements européens sur la laïcité, la République, pour quelques places... Eh bien, je suis bien content d'être resté. Je suis bien content. Contre les députés de la majorité en 2017. S'il est possible de terminer une phrase, je vous le laisse. Je suis bien content. On va donner la parole à M. Salami. Je suis bien content d'être resté fidèle à mes valeurs. Monsieur Salami, justement, votre voisin parle du Parti socialiste. Vous rejetez la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Pour quelles raisons ? Pendant un moment, excusez-moi, je pensais qu'on allait endosser des casques bleus pour pouvoir éventuellement intervenir, pour apaiser un petit peu la température de ce plateau. Et je voudrais tout d'abord vous remercier pour organiser ce débat extrêmement important, un moment démocratique qui est vraiment nécessaire à l'heure actuelle. Nous avons pas voulu trahir les pensées sociodémocrates qui sont les nôtres depuis très longtemps. Et force est de constater que les événements produisent plus de traîtres que les opinions, en réalité. Je suis resté fidèle à cette social-démocratie. Mais une dissidence risque d'affaiblir votre chance de remporter la circonscription ? Vous verrez si j'ai une chance, effectivement, la désunion côté la majorité présidentielle. Vous verrez s'il y a une chance de gagner cette circonscription. Je pense que cette candidature est totalement légitime, puisque les militants socialistes, en octobre dernier, m'ont désigné comme candidat.
Or, je suis resté fidèle au socialisme local et je ne me soumets pas aux avis des Parisiens qui voudraient nous dicter justement une quelconque mariage contre nature. Alors, Pierre-Yves Cadalin, justement, pour la NUP, François Cuyande, maire de Brest, ce matin, justement, rappelle qu'au municipal de 2020, alors que vous n'étiez pas au second tour, vous avez appelé à ne pas aller voter. Pour François Cuyande, vous vouliez jeter le PS aux orties. Alors, que dire à cet électorat aujourd'hui ? Bien, aujourd'hui, il y a un espoir immense qui se lève dans le pays avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et il y a des moments, et je veux vous le dire, Monsieur Salami, il y a des moments où il faut savoir se hisser à la hauteur des événements. L'urgence sociale et écologique est telle dans le pays que je suis fier d'être le candidat d'un programme commun, d'être le candidat du Parti socialiste, du Parti communiste, de Génération, d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Tout le monde sait très bien que je suis engagé depuis longtemps à Brest, au porte-à-porte. Je vais dans les quartiers à Guilher, Boar, Gouenou. Et cet espoir immense que nous portons, il répond à des besoins. Nous sommes pour le gouvernement par les besoins. Lorsque je vois les chamailleries ici sur ce plateau, vous vous rendez compte de l'image que ça renvoie de la politique ? C'est terrible. Nous disons, en juin, il est possible d'avoir une nouvelle majorité parlementaire. Donc, fidèles au PS, qui effectivement entendent François Cuyande et son je suis leur candidat. Je suis leur candidat et comme dit le premier secrétaire Olivier Faure du Parti socialiste à François Hollande, qui lui aussi passe son temps à taper sur cette union tout à fait porteuse d'espoir, il lui dit « Notre ennemi, c'est la finance, ce ne sont pas la gauche et les écologistes. Il faut être cohérent, il faut être clair et nous portons cet élan, nous portons cette union, nous sommes ensemble et nous pouvons l'emporter. » Monsieur Cadalin, vous avez, comme ça a été indiqué, déclaré aux gens entre les deux tours des élections municipales il y a 2 ans de ne pas aller voter pour la gauche unie qui œuvre depuis 1978 à Brest pour avancer la situation des citoyennes et des citoyens. Ne pas voter, c'est un acte... Nous l'avions fait avec notre liste du fait des conditions d'organisation lamentables. Il y a eu 3 mois entre les 2 tours. Le premier tour a donné lieu à une abstention extrêmement forte car c'était au début de l'épidémie, rappelez-vous. Et c'est ainsi que nous avons décidé collectivement d'emprunter ce chemin car il y avait l'idée que les élections pouvaient être rejouées. C'était un débat à l'époque. Ne mettez pas là le plan local. Les élections législatives sont des élections nationales. Elles portent un espoir immense pour ceux et celles que nous représentons. Allons-y, concrétisons-le. On va donner la parole à Angèle Barre. De votre côté, ça semblait plus simple a priori, investi par l'UDI, par les LR, et les LR locaux, ceux de la 2e circonscription, ne vous soutiennent pas. Pour quelle raison ? Alors, tout d'abord, je vous dirais que je suis effectivement investie par les 3 formations politiques. Voilà, Christian Jacob et Jean-Christophe Lagarde l'ont répété. L'ont tout à fait acté et même m'ont envoyé un soutien fort et des encouragements qui montrent finalement que leur soutien est sans faille. Mais sur le terrain, l'appareil de LR, de la circonscription, ne vous soutient pas. Alors, je vous dirais que sur le terrain, une petite coterie, effectivement, avait décidé que la personne investie devait être quelqu'un d'autre. Cette personne s'est désistée. Bon, j'ai choisi de reprendre le flambeau et donc de mener ce challenge qui n'est pas facile. Donc, pour moi, tout est clair et je suis investie à la loyale et de la manière la plus légitime. Et je rajouterais également que nous sommes 16. Je suis la seule à être seule dans mon couloir, puisque finalement toutes les formations politiques se sont montrées divisées. Donc, au contraire, je porte normalement un bon espoir pour un bon score, voire une qualification. Elisabeth Louvel, aux dernières élections régionales, vous étiez candidate du Rassemblement national. Pourquoi avoir rejoint Éric Zemmour ? Alors moi, mon engagement politique, il tient dans la défense de l'identité française depuis maintenant 15 ans. Pour moi, c'est l'essentiel de mon combat politique. J'ai milité depuis la naissance de mon premier enfant, justement pour leur avenir et pour l'avenir de mon pays. Et je considère que le Rassemblement national a mis de côté cette entité-là, justement, l'identité. Et j'ai retrouvé en Éric Zemmour et dans le parti Reconquête l'objectif premier de mon engagement. Alors passons je voudrais justement... revenir aussi, je trouve ça assez amusant, ce trio de marcheurs qui se poussent des coudes là, à Brest pour représenter un président qui est quand même un des plus mal aimés de France. Et la 3e personne étant Mickaël Cabon. Oui, les trios, oui. Et pour faire partie d'une majorité présidentielle qu'on a vu œuvrer pendant 5 ans, qui a quand même voté le pass vaccinal et l'avortement au 9e mois de grossesse.
Non. 9e mois, Si, non. pour des raisons... Si, vous regarderez. Pour des raisons non, non. d'instabilité psychologique. Voilà, c'est possible. C'est possible en France pour Et hier, instabilité nous étions à la psychologique. planning familiale pour défendre le droit à l'avortement car il est Mais pas attaqué au aux 9e mois. États-Unis. Vous voyez, moi, je vous Et dis, sachez que c'est un droit pas au fondamental, un 9e droit mois. personnel et Mais nous c'est pas ce l'inscrirons que dans la j'ai dit, Constitution. monsieur Cadal, hein. C'est pas ce que On va j'ai passer dit. au premier thème, à la première thématique de ce débat sur la sécurité. En guise d'introduction, je vous propose ce reportage de Catherine Obel et Régis Massini. C'était en janvier dernier. Une voiture incendiée, les pompiers et policiers visés par des tirs de mortier pyrotechnique. Les jours suivants, les chauffeurs de bus avaient refusé de desservir le quartier de Pont-à-Nézen. Quelques arrestations et des renforts de police avaient permis de ramener le calme rapidement. Des flambées de violence, le quartier en a déjà connu plusieurs. Mais les habitants que nous avons rencontrés sont unanimes, elles ne représentent pas leur quotidien. C'est pas la normalité du quartier, c'est pas la routine du quartier, c'est des choses qui arrivent de temps en temps par un petit groupe bien défini, je suppose. Mais c'est pas quelque chose qui est dans le quotidien. Moi, j'y suis tous les jours sur le quartier et je ressens pas une tension palpable ni un danger palpable, quoi. Moi, ça fait 33 ans bientôt que j'habite là. Là, je suis en retraite. Et moi, il me plaît ce quartier parce qu'il y a beaucoup de gens gentils, sympas. Bon, il y a le tram qui passe, on a tout, on a la mer à côté, on est très bien placé ici. Il y a un groupe de jeunes, voilà, qui n'oublient pas, voilà. C'est tout. Puis bon, il y a la drogue. La drogue, les feux d'artifice, les rodéos urbains. À Bellevue, un autre quartier de Brest, ces pratiques se sont également installées dans le paysage. Oui, des tirs de mortier, j'en ai entendu, il y en a eu. Mais après, oui, voilà, c'est ça, c'est pas tous les soirs, c'est pas répétitif, quoi. Sans être traumatisés, les habitants sont agacés, y compris par le harcèlement de rue et les incivilités de plus en plus mal acceptées. On est une fille, on passe, on se fait siffler, on fume une cigarette, on nous demande toujours une cigarette, on a peur de dire non, ça vend de la drogue un petit peu partout, il y a le commissariat qui est à 30 mètres, ça bouge pas. Des gens que je coiffe par exemple, ils vont me dire je suis obligée de faire le tour parce que j'ai peur de passer devant les gens, je suis obligée de mettre ma voiture à 800 mètres de chez moi parce que j'ai peur qu'on me la crame. Face à la petite délinquance, les commerçants réclament depuis longtemps une police municipale et l'installation de caméras de surveillance. Le préfet du Finistère a quelque peu forcé la main au maire de Brest pour qu'il donne son autorisation à leur installation. La présidente des Vitrines de Brest s'en félicite, mais prône aussi l'implication de tous pour rendre la rue plus sûre. Une jeune fille importunée devant chez moi, j'étais près de la porte, j'ai dit au gars, mais tu vois bien qu'elle veut pas, arrête, tu vois bien qu'elle veut pas. La jeune femme avait peur, je lui ai dit, vous rentrez 5 minutes, il va partir. Ce sont des choses qu'on doit faire maintenant. L'époque n'est plus la même et chacun doit apporter sa petite pierre à la sécurité des uns et des autres. 22 caméras financées par l'État seront installées très prochainement et une brigade anticriminalité de jour, composée de 9 policiers, est désormais opérationnelle. Du harcèlement de rue, des rodéos, un sentiment d'insécurité ou une véritable insécurité. Brest, on le rappelle, est la seule métropole de plus de 100 000 habitants sans police municipale. Anne Chélébar, que pensez-vous de la position de François Cuyandre, qui estime que la sécurité, c'est une affaire d'État et pas des communes ? Je pense qu'en fait, François Cuyandre a tort. Parce que François Cuyandre, effectivement, disant que la sécurité est une affaire d'État, oui, certes, mais c'est aussi une affaire des communes. Et là, l'absence... Vous êtes pour une police municipale ? Tout à fait. Tout à fait. Si vous êtes député, qu'est-ce que vous pourrez faire sur ces questions de sécurité ? Si je suis députée, je pourrais pousser pour que... alors, au niveau, il s'agit de l'État, tout de même peut-être renforcer les effectifs de police, puisqu'il y a peut-être une insuffisance de ce côté-là, et amener... Alors, moi, je ferai un petit détour par le thème de l'éducation, parce que je considère que la sécurité, ce n'est pas simplement une affaire de répression, c'est aussi une affaire d'éducation. Et donc, il s'agit aussi de mettre en place des instances qui accompagnent les personnes qui, effectivement, pourraient être tentées par la délinquance, pour les inciter, voire les inciter fortement à retrouver le chemin de la citoyenneté.
Et donc, niveau... Reza Salami, sur cette question de sécurité, plus d'éducation ou une police plus présente? Vous êtes un proche de François Cuillandre qui s'opposait à cette... La chaîne pénale, d'ailleurs, prévoit effectivement que le premier maillon soit la prévention avant le jugement et la répression. Effectivement, je suis attaché à cette règle républicaine dans notre pays. L'affaire de sécurité, comme dit François Cuillandre, vous l'avez rappelé, effectivement, c'est une affaire régalienne avant Donc, tout. En tant que député, que ferez-vous? Je militerai pour qu'il y ait plus d'effectifs. Avec la loi de RGPP de Nicolas Sarkozy, nous avons perdu 25% de l'effectif de commissariat de Colbert à Brest. Nous avons rattrapé. Et j'ai obtenu des gendarmes et des policiers en plus. Ça serait très aimable de votre part, monsieur le député sortant, de laisser tout le monde parler. Je reconnais que nous avons été, grâce à notre pugnacité, réussi à avoir un peu plus d'effectifs. Ça n'est pas encore suffisant. Le problème majeur de la sécurité, l'insécurité à Brest, comme dans beaucoup de communes de France, dans des grandes villes, ça a été autrefois chez nous l'alcool abusif et puis maintenant c'est la drogue. Les trafics de drogue sont en train de gangréner nos quartiers partout en Europe. Or, il va falloir lutter contre cela et ce n'est pas la police municipale qui a la compétence pour pouvoir lutter contre les trafiquants de drogue. Elisabeth Louvel, le procureur de la République et les vitrines de Brest, autrement dit l'une des associations de commerçants de Brest, viennent de lancer un dispositif, des lettres plaintes qui permettent de simplifier les démarches pour les vols inférieurs à 350 €. Ça va dans le bon sens pour vous ? C'est absolument pas suffisant. Et je pense que pour lutter contre l'insécurité réellement, il faut déjà faire le constat de la source de cette insécurité. Et moi, ça va faire hurler, je pense, mais je fais clairement le lien entre l'immigration et l'insécurité, et notamment à Brest, comme partout en France d'ailleurs. Ce n'est pas l'unique cause, mais c'est évidemment lié. Je pense que c'est un constat qu'on peut tous faire honnêtement. Et au-delà du constat, qu'est-ce que vous, en tant que député... Et au-delà du constat, donc faire ces concertations entre commerçants, etc., soit c'est bien, mais il faut vraiment parler de la racine. Et je pense justement que M. Miansoni, le procureur de Brest, a lui pris conscience de la gravité du trafic de drogue, notamment, et de l'immigration. Et ayant exercé lui-même à Mayotte, je pense qu'il sait de quoi il parle. Mais du coup, vous, en tant que député ? En tant que député, moi, je serai très vigilante sur l'exécution des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Parce qu'en discutant avec des policiers, je sais très bien qu'ils arrêtent 1 fois, 5 fois, 10 fois la même personne, plusieurs identités différentes. Et ces personnes-là ont des OQTF qui ne sont pas exécutées. Quand on sait qu'à peine 6% des OQTF sont exécutés en France, alors que M. Macron, au début de son mandat, avait dit que 100% le serait. Marc Wattanea, sur cette question du constat qui est fait par Elisabeth Louvel, elle a dit « je vais vous faire hurler ». Est-ce qu'elle vous fait hurler en liant cette insécurité à la question de l'immigration ? Allez, encore une fois, avec l'extrême droite, on est toujours dans la caricature, toujours. Et donc, on n'analyse pas les choses, si vous permettez. On n'analyse pas les choses et donc, de fait, on passe à côté du sujet. Bon, moi, j'ai été, vous l'avez rappelé, candidat aux élections municipales. J'en avais fait comme candidat la priorité numéro 1. Parce que là-dessus, il ne faut pas faire preuve ni de naïveté ni de lâcheté. La politique, si vous permettez, la politique du maire, la politique socialiste et la politique de l'autruche. On met la tête dans le sable. Il faut mobiliser les moyens de l'État, évidemment, et ça a été rappelé, la majorité a rattrapé en recrutement police et gendarmerie. Et puis, il faut aussi mobiliser les fonds qui appartiennent au ministère de l'Intérieur pour déployer les caméras de vidéosurveillance. Les 15 ou 20 premières, c'est pour moi, si vous voulez, la porte entrouverte. Il va falloir aller plus loin. Et je prends au fond toujours l'exemple pragmatique, concret du maire de Gouesnou. Lui, il n'a pas d'état d'âme. Il a fait les choses, vidéosurveillance et police municipale, alors à l'échelle de sa commune, évidemment. Les résultats sont là. Eh bien, ce qui existe ici peut exister à Brest. Et donc, moi, j'entends être un député de la nation, mobilisé sur ces questions et entraîner des réponses concrètes parce qu'au fond, les habitants que nous rencontrons sont dans le désespoir de la politique qui est menée. Et donc, il se passe quoi ? Ils ne votent plus ou alors votent pour l'extrême droite. Monsieur, je vais vous donner la parole. Larsonneur, vous avez commencé à parler de votre bilan sur la question de la sécurité. Oui, je crois que la sécurité est une question fondamentale parce qu'elle s'est dégradée à la fois dans les faits, et nous l'avons objectivé avec le commissaire de police de Brest et le procureur à Brest, mais aussi dans le sentiment que ça diffuse. Et certains l'ont dit. En effet, parfois, c'est 40 individus à Pont-à-Nézen qui mettent le bazar, si je puis dire.
Mais ils mettent le bazar et ils rendent la vie insupportable. Les rodéos urbains, les mortiers d'artifice. Ça, c'est le constat, effectivement, mais en termes de bilan. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai obtenu l'augmentation du nombre de policiers. Plus 23 policiers de manière pérenne. Ça veut dire qu'ils sont arrivés l'été dernier, puis ce sera encore 23 policiers l'année prochaine. Est-ce que L'effectif. vous remplacez ceux qui partent à la retraite Absolument. également? Et je m'y engage, et c'est déjà fait, pour ainsi dire. Dès lors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Des bacs de jour, 2 bacs de jour, et des cellules contre, une cellule en l'occurrence, contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes. C'est extrêmement important parce que pendant le confinement, ça a été quelque chose qui a explosé. Et ça, on l'a objectivé, on a des statistiques. Et donc, on a fait ça, on a augmenté le nombre de gendarmes, et on a beaucoup travaillé, je suis très heureux de voir Françoise Le Gall, la présidente Vitrine de Rest, sur le documentaire que vous avez passé, parce que nous avons travaillé avec ces commerçants pour voir comment mieux signaler les faits, notamment contre le harcèlement de rue, le harcèlement dans la rue contre les femmes, les violences faites aux femmes quotidiennes dans la rue, et simplifier leur travail de signalement, par exemple, avec les lettres plaintes. C'est un élément parmi d'autres. Bon. Prochain mandat? Amplifier, à coup sûr, et continuer à mettre la pression que nous avons mise avec le préfet grâce à une convention État-collectivité vis-à-vis de la mairie de Brest, pour que cette vidéosurveillance soit effectivement mise en place. Pour l'instant, c'est quoi? Une quinzaine de caméras à tout prendre. Mais l'engagement en face des moyens de l'État qui sont mis en place de la mairie de Brest, c'est d'avoir un engagement en matière de vidéosurveillance qui est conséquent et de mettre en place ces fameuses brigades de tranquillité urbaine qui ne sont pas la police municipale que je souhaiterais, mais enfin qui pourraient améliorer les choses pour la police de proximité. Pierre-Yves Cadalin, plus de caméras, c'est votre projet? Le problème, c'est qu'il faut prendre la politique de sécurité de façon transversale, dans son ensemble. Et pour cela, il faut avoir ce qui est absent de l'ensemble du quinquennat Macron, car vous avez un bilan, effectivement, il est national, il faut avoir une culture des services publics. C'est pourquoi, dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous proposons la création d'une police de proximité. J'en ai fait part à des habitants qui étaient effectivement dépités à Bellevue ou à Pont-à-Nézel en disant il y a besoin, par tout à fait, alors, parce police que de nous pensons que c'est une police police municipale. de proximité nationale. Car nous pensons qu'il faut précisément qu'il y ait un tiers qui permette à la fois d'apaiser la situation, mais également de retrouver la situation où la police est gardienne de la paix civile, respectée par les citoyens, faisant respecter l'ordre. Car une enquête est en cours sur les événements de Pont-à-Nézel, mais il semblerait en tout cas c'est un article du Télégramme en faisait état, qu'un policier de la BAC aurait mis des inscriptions, etc. Il faut de la formation, il faut redéployer ces effectifs, et il faut une cohérence du service public d'un côté, de l'autre côté, il faut une politique qui prenne le sujet de façon large. Et il y a encore des problèmes d'addiction, que ce soit de drogue ou d'alcool. Et si, comme c'est le cas, et comme c'est le bilan de la Macronie, les hôpitaux, notamment les hôpitaux psychiatriques, sont sous-dotés, les services d'addictologie, eh bien, on crée une situation qui peut être tout à fait consternante et terrible, à la fois pour les personnes qui mériteraient d'avoir du soin et pour les habitants. Donc, vous voyez, tout cela est un ensemble. De la même façon, lorsque Françoise Le Gall dit tout à fait justement qu'elle a, aider quelqu'un. Nous, on est pour la société de l'entraide. Elle a aidé une femme qui allait se faire agresser peut-être. Les violences sexistes et sexuelles, après le quinquennat Macron, le compte n'y est pas. Toutes les associations féministes disent qu'il faut mettre 1 milliard sur la table pour un plan général de la prévention jusqu'à la répression, avec accompagnement juridique, formation des policiers et, bien entendu, d'emblée, toutes les politiques d'éducation qui permettent de lutter contre la culture du viol et tout ce qui ensuite fait subir des difficultés terribles à tant et tant de femmes. Je partage assez largement ce constat, mais je veux quand même dire que sur le bilan également. Non, sur le constat, M. Cadalin, à savoir que ces violences sont terribles et sont nombreuses. Le constat est fait par les collectifs féministes. Mais je le partage largement. Ce que je veux dire, c'est que sous ce quinquennat, nous n'avons pas été inactifs. D'abord, j'ai parlé des moyens qu'on a mis en place. Ensuite, c'est aussi des pratiques judiciaires. Par exemple, aujourd'hui au tribunal de Brest, au tribunal judiciaire de Brest, les personnes qui commettent ce genre d'infraction ou de violence sont systématiquement déférées. Ce n'était pas le cas auparavant. Nous avons travaillé avec le procureur pour que ces personnes soient déférées devant le juge. Voilà. Et que ce ne soit pas simplement un rappel à l'ordre. C'est comme important. Voilà, je le dis. Reza Salami, est-ce qu'il y a des différences avec ce que propose Pierre-Yves Cadalin sur cet aspect? Je voudrais insister sur plusieurs faits. Premièrement, la sécurité est un droit fondamental pour chacune et chacun. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes face à un État qui est en train de nous étrangler, les collectivités, partout en France, financièrement. Et depuis la crise de 2008, nous sommes toujours face à des contraintes. Mais qu'est-ce qui vous différencie en termes de programme?
par rapport cette au question de programme. la sécurité. Non, mais sur la question de la sécurité, on peut se rejoindre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... D'accord. Pendant que celles et différence. ceux qui voudraient mettre des vidéosurveillance partout, il y a beaucoup plus de caméras que 15 caméras aujourd'hui à Brest. Pendant que certains voudraient dévisager, nous sommes dans une dynamique où on envisage. C'est beaucoup plus important. Je donne juste la parole très rapidement à Mme Gélébar. Attendez, juste 30 secondes. Je voulais rebondir sur ce que M. Salami disait à propos de l'équilibre entre l'éducation et la répression. Bon, certes, effectivement, dans l'idéal, c'est l'éducation qui doit être première et qui doit former les citoyens. Mais maintenant, il ne faut pas non plus faire preuve d'angélisme, parce qu'il est absolument inadmissible que dans certaines zones, qu'on va appeler des zones grises par exemple, la loi de la République soit remplacée par des lois des gangs ou bien par des règles qui contreviennent par exemple à la laïcité par exemple ou à des règles de la République. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, si vraiment c'est avéré, la répression doit effectivement être première. On conclut. Et ensuite... sur ce thème. On conclut sur ce thème. Il ne faut pas stigmatiser les quartiers, c'était dit dans votre reportage, il s'y passe plein de belles choses. On va prolonger avec un second thème qui intéressera aussi les électeurs. Cet extrait d'une prise de parole du président Emmanuel Macron, c'était il y a 4 ans, mais ces mots diffusés dans un tweet officiel résonnent toujours, c'était en juin 2018. Écoutez. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Comment permettre aux gens de s'en sortir? Comment réduire la précarité? Voilà une des questions à laquelle vous allez être amené à réfléchir et à agir en tant que député, d'autant que l'inflation risque de rendre encore plus délicate la vie des plus modestes. Le RSA, le revenu de solidarité active, s'est invité dans la campagne présidentielle. Marc Cottanéa, Emmanuel Macron propose de coupler le RSA à des heures de bénévolat. Bon, est-ce que c'est vraiment concrètement possible? Est-ce qu'il ne faudra pas beaucoup trop de moyens d'accompagnement? Et puis aussi, certains vous accusent de mettre en place finalement un travail obligatoire. Alors, bien souvent, dans le débat public, on caricature. Pas vous, mais dans le débat de l'élection présidentielle. Que dit le président? D'abord, nous devons tout faire pour atteindre le plein emploi. La meilleure des non-précarités, si je puis dire, le meilleur des pouvoirs d'achat, c'est l'emploi. Et puis, il y a des dispositifs de solidarité. Encore faut-il qu'ils soient pleins et entiers pour tout à chacun. Le RSA, revenu de solidarité, c'est la solidarité. D'ailleurs, je note au passage qu'un tiers des bénéficiaires du RSA ne font pas valoir leurs droits. D'où la proposition du versement à la source. Et puis, dans RSA, il y a aussi le A, qu'on a complètement oublié, activité. Ce n'est pas une obligation que suggère le président, on l'a mal compris. Il suggère qu'on fasse valoir un droit, celui d'avoir une activité. Alors, suivant des difficultés de recherche d'emploi ou d'éloignement de l'emploi, il faut passer par des schémas d'insertion. Et d'ailleurs, le conseil départemental du Finistère va explorer cette année, et j'en suis heureux, une innovation de pouvoir cumuler le RSA avec un revenu de travail pendant une période. Moi, je salue cette initiative du président Maël Le Calan, qui va permettre aussi de mesurer l'effectivité du retour à l'emploi. Anne Gélébar, c'était une démarche aussi envisagée par Valérie Pécresse, cette idée de lier l'activité avec le RSA. Oui, alors, d'abord, il y a, semble-t-il, une ambiguïté par rapport à cette notion d'activité. Parce que certains interprètent cette activité comme étant un travail, une sorte de travail obligatoire. À ce moment-là, la question va se poser: comment embaucher ces personnes? Parce que ça fait quand même une population importante concernée par le RSA. Mais une autre interprétation parle d'une obligation à suivre une sorte de formation à l'insertion qui serait une incitation forte à s'insérer professionnellement et socialement. Et moi, il me semble que c'est plutôt cette deuxième interprétation qui me paraît la meilleure. Jean-Charles Larsonneur, vous vous présentez comme soutien de la majorité présidentielle. C'est donc une idée que vous défendez aussi. Oui, absolument. D'abord, je tiens à dire que la précarité à Brest, c'est un vrai sujet. On a dit au début 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Mais la précarité des jeunes, la précarité des femmes, la précarité des femmes seules, la précarité de nos aînés parfois aussi. On voit des retraités qui sont pauvres aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet. Sur cette question du RSA, parce que je rejoins assez d'autres remarques sur le fait que la première des réponses à la précarité, c'est évidemment l'emploi. Et je rappelle quand même que sous ce quinquennat,
la région Bretagne est devenue la région où le taux de chômage est le plus bas en France. Et que même si à Brest, la situation n'est peut-être pas la meilleure de la région, nous avons un taux de chômage des jeunes historiquement bas. C'est une réussite de ce quinquennat, je tiens à le souligner. Une réussite des députés de la majorité, une réussite du président de la République. Bon. Sur la question du RSA, j'y réponds précisément. Globalement, quand vous travaillez avec des travailleurs sociaux, des personnes qui s'occupent de ces personnes concrètement, et je travaille avec elles au quotidien, elles nous disent quoi? Que vous avez à peu près 3/3 de personnes. Le premier qui, par un accident de vie, momentanément, tombe dans le RSA et reviendra assez facilement vers l'emploi. Un 3e tiers qui, parce que, pour des raisons multiples, d'addiction, de polypathologie, de parcours de vie très compliqué, est durablement éloigné de l'emploi. Et celui-là aura du mal à revenir. Et puis il y a un gros tiers du milieu qui, effectivement, pourrait revenir dans l'emploi, mais qui n'est peut-être pas suffisamment accompagné, suffisamment incité. Et moi, ce que je comprends de cette réforme du RSA, c'est tout à fait dans la philosophie de ce qu'on a fait depuis le début de ce quinquennat pour le retour vers l'emploi, la prime d'activité, etc. Bon. C'est le travail gratuit. C'est ça la philosophie. C'est d'accompagner ces personnes en les mettant en mouvement grâce à un travail bénévole qui va les permettre de revenir vers l'emploi. Et c'est important. Pierre-Yves Cadalin, vous, pas de travail gratuit, c'est ça? Non, c'est absolument désastreux comme idée. Et vous voyez, quand on réécoute les paroles du président de la République, le mépris, la violence sociale, et d'être là au moment où l'urgence sociale, avec l'hyperinflation, la stagnation des salaires est si forte dans le pays, d'être là à dire, tiens, allons faire travailler les gens au RSA, travail gratuit, quelle bonne idée? Non. Alors vous, nous disons en juin... Nous disons, c'est bien monsieur, vous pouvez faire les répétiteurs. Nous disons en juin, il est possible de faire une autre politique en bloquant les prix des produits de première nécessité, notamment le prix de l'essence, en les bloquant à la baisse, en disant les salaires doivent être augmentés, en portant le SMIC à 1 500 € net. Et sur le plan de l'insertion dans l'emploi, en proposant, cela figure dans l'accord de notre nouvelle Union populaire, la garantie emploi, où nous disons que précisément, pour celles et ceux qui souhaitent travailler, eh bien, l'État est prêt à leur dire « allons-y ». Pour les chômeurs de longue durée, il y en a plus de 10 000 à Brest. Eh bien, en disant nous allons créer des dispositifs sérieux d'accompagnement. Et donc, vous voyez cette dynamique, blocage des prix pour lutter contre l'inflation, augmentation des salaires car le travail ne paye plus assez aujourd'hui, tout le monde nous le dit, et le capital a bien trop pris. Et les dividendes, les actionnaires se sont gavés lors de l'épidémie. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose en partageant les richesses. Je crois que vous avez passé un temps au Parti Socialiste. Ça c'est un grand principe. Normalement, vous n'expliquez c'est un jamais, principe du Parti Socialiste. Vous n'expliquez jamais comment vous payez tout ça. Mais voilà, par l'impôt. Vous, c'est par l'impôt, par le partage, les salaires, le SMIC qui va être partagé par le capital. Donc c'est l'augmentation des... Ah bon, c'est l'impôt, l'augmentation des salaires. C'est l'impôt, l'augmentation... Dans notre programme fiscal, puisque je souhaite corriger... Il faut qu'on puisse vous entendre. Je souhaite corriger tout de même ces mensonges. Car en réalité, notre programme fiscal, pour tous ceux qui sont en dessous de 4 000 €, eh bien, personne ne paiera davantage. La CSG deviendra progressive, l'impôt sur le revenu lissé sur 14 tranches, et il y aura... Peut-être cela peut vous choquer, Monsieur Kouatanea, un système plus égalitaire, effectivement, parce que si l'impôt doit être consenti, il doit être juste. Juste me démontrer que c'est réaliste. Eh bien, regardez le chiffrage du programme. J'ai vu ce matin que vous ne l'aviez pas lu. C'est une bonne lecture d'ici au 12 juin. Sur cette question, Reza Salami, l'idée du revenu universel défendue par Benoît Hamon en 2017, est-ce qu'elle est cette idée totalement enterrée? Je voudrais un instant revenir sur la question principale qui nous préoccupe, la proposition d'Emmanuel Macron. Visiblement, il fait à chaque fois le Robin des Bois à l'envers. Il veut toujours prendre auprès des pauvres pour donner aux riches. C'est quoi la proposition du président de la République dans le cadre du RSA? Il veut que les gens touchant le RSA travaillent 15 à 20 heures par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toucher 565 € par mois, il va falloir que les gens travaillent et être payés à 7 € l'heure. Ce qui fait qu'un encouragement de nos sociétés vers l'ubérisation, vers l'esclavage, c'est inacceptable. Je fais de la politique parce que j'ai le souci de la personne humaine. Je refuse de croire que la précarité et la pauvreté sont un mal nécessaire ou bien une variable d'ajustement entre l'opulence et l'abondance. Je refuse cette société. Je suis pour une société beaucoup plus équitable. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de bloquer les prix pour tout le monde. Beaucoup de gens n'ont pas... Les riches n'ont pas besoin d'avoir des prix bloqués.
Il faut donner à chacun selon ses besoins. C'est injuste. On va donner la parole à... le plan Robin des Bois. Elisabeth, petit clin d'œil à Monsieur Salami. Elisabeth Louvel, on vient d'entendre le travail avec le RSA, c'est de l'esclavage. Est-ce que c'est une idée que vous partagez? Alors moi, je pense qu'il va falloir de toute façon faire du cas par cas, parce qu'entre une mère célibataire de 3 enfants et un jeune de 26 ans au RSA, la mère célibataire va avoir sans doute plus de mal à trouver du temps pour cette activité bénévole. Et encore une fois, je ne suis pas fan de l'idée du travail sans salaire. Mais il y a aussi dans les personnes qui ont le RSA, il y a également des gens qui finalement ont une situation bien plus confortable que ceux qui travaillent. Et il y a même des personnes qui ont le RSA et qui se demandent si ça vaut le coup d'aller travailler parce qu'à quelques euros près, elles perdent cette aide sociale. Donc il y a aussi... Ce travail ne paye pas assez. Voilà, donc il y a un problème de salaire net qui est trop faible pour le salarié et de salaire brut qui est trop élevé pour l'employeur. Que proposez-vous? Ce qu'il faut faire, c'est baisser la CSG sur les petits salaires de moins de 2 000 € et sur évidemment les petites retraites parce qu'on a beaucoup de retraités en précarité, ça c'est terrible. Et enfin, on a un modèle social qui est formidable, qui est envié par le monde entier, mais qui est aussi ouvert au monde entier. Et moi, je pense que la solidarité nationale doit redevenir nationale, que les aides sociales non contributives doivent profiter aux Français. Eh bien oui, parce que si je ne le dis pas, personne ne le dira. La République française, elle est sociale et elle est universelle, madame. C'est notre histoire et c'est notre fierté. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Moi, je préfère aider les miens avant les autres. Excusez-moi. Je ne sais pas si je peux vous pardonner cela parce qu'il y a quelque chose de grand dans notre histoire, c'est justement cette tradition d'hospitalité et d'accueil en s'en donnant les moyens et notamment en partageant les richesses pour que cela puisse arriver. On peut aller aider les gens chez eux, ça volontiers. Mais il faut une politique de développement, mais ça ne suppose pas d'exclure, comme ça, maltraiter les gens. Vous avez un fond de discours raciste depuis le début de cette émission et encore ce matin. Non, je ne suis pas raciste, monsieur, vous ne me connaissez pas. Mais voilà, je suis xénophobe, je suis raciste, pourquoi pas antisémite, tant qu'on y est. C'est ridicule, vos arguments sont éculés. J'en ai assez de me faire agresser et insulter. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous ne me connaissez pas, je ne suis ni raciste ni xénophobe. On connaît vos idées, celles de monsieur Zemmour, on les connaît. Bien sûr, donc vous jugez quelqu'un à ses idées. Bravo, monsieur. On est dans un débat politique. Vous êtes candidat pour être député, pas pour être président de l'amicale des gaullistes. Mes idées, enfin, quand même. Non, mais donc, du coup, vous dites que je suis raciste et xénophobe. Alors que je dis juste quelque chose qui est partagé par des millions de Français. Nous voulons... c'est notre pays, voilà. Nous ne voulons pas être dépossédés de son avenir. Les Français souhaitent un pays plus égalitaire. Moi, j'ai des enfants, je pense à leur avenir. J'aime mon pays, je pense à mon pays. Je vais vous inviter à clore ce sujet pour poursuivre. Je ne suis pas raciste. En troisième... Madame Louvel, vous regardant les yeux dans les yeux, je suis un exemple. Vous savez, je le sais bien, monsieur. Il y a plusieurs années de cela, quand Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, la France a voulu qu'en Iran soit installé un régime intégriste islamique. Je suis le fruit de cette volonté française. Je suis arrivé exilé. Je suis arrivé comme exilé. Vous avez fui des régimes islamiques. Exactement. Absolument. Comme moi, moi, je ne veux pas que mon pays devienne un régime il y a islamique. des milliers et des centaines de milliers de personnes. L'identité française est bigarrée. Vous savez, il faut être fier de cela. Merci beaucoup. C'est le mot de la fin pour ce thème. Merci Madame Louvel. On va poursuivre. La parole est maintenant à Mickaël Louedec. S'il vous plaît, le chef de l'agence Ouest France de Brest, Ouest France qui est partenaire de ces débats. Il vous adresse une question. Alors, sachant que Brest est l'une des places fortes aujourd'hui en termes d'économie bleue, comment concrètement comptez-vous vous y prendre pour qu'elle le reste, étant donné que Brest aujourd'hui est loin de tout, que ce soit en avion, en voiture, en train? Voilà, quelles sont les clés dont vous disposez pour continuer à attirer des chercheurs, pour continuer à attirer des entreprises, des talents qui permettront de faire ou de maintenir Brest, en tout cas, au rang de place forte de la mer? Voilà, l'économie bleue, c'est donc toute cette économie maritime, de la pêche aux filières des énergies marines renouvelables, en passant par la défense, la recherche, la construction, la déconstruction navale. Jean-Charles Larsonneur, comment encourager et soutenir cette économie bleue malgré l'éloignement de Brest? L'économie bleue, et si vous voulez bien, la place de Brest par rapport au reste de la France. C'est le fil rouge, j'allais dire le fil bleu, au fond de tout mon bilan. Et quand le président de la République vient à Brest au mois de février pour le One Ocean Summit, c'est ce qu'on fait. On fait rayonner Brest parce que Brest a tous les atouts
Mais il faut un peu le faire savoir à Paris, il faut un peu le faire savoir en Europe, il faut un peu le faire savoir dans le monde. Voilà. Alors, je vous cite quelques chantiers très concrets. L'éolien en mer. Bon. Sur le port de Brest, désormais, nous construisons les socles, les jaquettes pour... Ça a été particulièrement long quand même sur la Mais on question y est, des ça éoliennes. décolle. Et demain, ce sera les champs du sud de la Bretagne. Belle-Île-Groix. Bon. J'ai défendu très concrètement nos chantiers de réparation navale. Damen, qui, pour des normes européennes un peu trop durement appliquées, aurait pu disparaître. On a sauvé Damen en trouvant des réglementations plus appropriées. Naftis, qui a pu être racheté par une entreprise brestoise, Nef, en conservant les compétences à Brest. Ça a été un vrai combat, ça. Voilà. Ça, c'est ce que fait un député sur le terrain. Bon. Et demain ? Et demain, il faut continuer. Il faut continuer. L'économie bleue, c'est un ensemble. Et pour continuer, je viens à la question de la place de Brest par rapport au reste de l'écosystème français. Je maintiens qu'il faut garder dans le document de programmation, les documents État-région par exemple, la question de la LGV. Parce que le train prendra de l'importance dans le futur. Voilà. Pour des questions à la fois Donc économiques et mettre d'écologie. Brest et Paris à 3 heures, ça reste un objectif. Ça reste un objectif de moyen terme en sachant que la priorité, c'est la connectivité. Parce que 20 minutes de plus, si vous pouvez vous connecter sans zone blanche, c'est déjà pas mal. Bon. Et je veux insister sur un dernier point. Il y aurait beaucoup à dire sur l'économie bleue. On a 7 minutes pour tous les 6. Voilà, bon. Vous voyez, mais vous je êtes me rapide. bats au quotidien en ce moment sur la question des lignes aériennes. Parce que, même si à titre personnel, je prends à 95% le train pour aller à Paris, il est important pour un certain nombre de chercheurs, d'hommes d'affaires, de touristes, de voyageurs, de prendre l'avion. L'avion Nous avec n'avons- des meilleures lignes. On Oui, va mais continuer c'est avec M. très Salami. important. Oui, Oui. on a bien noté. Monsieur Et- Salami, et on s'il prend un vous plaît, exemple. À Orly et pas à Charles de Gaulle, et ça, on se bat pour ça, et aux horaires de travail, le matin Alors, et le soir. Alors, Reza Salami, on prend un exemple. En 2016, quand on annonce que le siège de l'Ifremer va s'installer à Brest, sur les 90 personnes qui sont à Issy-les-Moulineaux, il y en a 3 ou 4 qui acceptent assez facilement de venir à Brest. Les autres, c'est niette. Comment on arrive à convaincre, à attirer les chercheurs, à attirer les talents, justement, avec ces problèmes de liaison ferroviaire, pas encore LGV, d'avions avec des liaisons un peu trop peu fréquentes? Rendez-vous compte, il y a quelques années de cela, les Brestoises et les Brestois n'étaient pas si fiers de leur ville. Ils n'avaient pas une image très glorieuse de leur ville. Aujourd'hui, grâce au travail de François Cuandre et l'équipe municipale, nous avons rendu cette fierté aux Brestois. On dit ici c'est Brest. Mais il en va tant que falloir député, continuer. qu'est-ce qu'il faut faire En tant que député, là, les dossiers que vous avez cités brièvement sur la connexion ferroviaire à 3 heures de Paris, c'est primordial. Vous y croyez encore ? Absolument. La connexion aérienne, effectivement, ces derniers temps, Air France a décidé de supprimer quelques lignes, notamment sur la connexion avec Orly. Il va falloir se battre pour regagner. Regagner. Nous continuons à nous battre, effectivement. Et Brest et la mer, on peut par le truchement de la mer connaître l'histoire de Brest et vice-versa. C'est tellement beau la relation que nous avons et puis cet esprit d'ouverture que les Brestoises et les Brestois ont partout dans les peuples maritimes. C'est 2700 kilomètres de littoral, c'est 800 étudiants, c'est 700 chercheurs. Il y a beaucoup de choses qui nous lient à la mer aujourd'hui. Pierre-Yves Cadalin, vous êtes vous-même enseignant-chercheur. Cette question de l'éloignement, est-ce que c'est un sujet ? Mais ce qui est décisif, et je l'ai vu dans mes recherches, je travaille sur les questions agricoles, mais il y a toute une sorte de lien en fait sur les recherches aujourd'hui entre agricole et maritime, justement, avec toute la surface côtière. Et j'y ai vu à Brest un contexte de recherche absolument dynamique. Et donc, il est important de ne pas se dire toujours « Ah, nous sommes en périphérie, etc. » car il y a, sur des questions décisives, une importance internationale de Brest. Mais est-ce que vous allez et de vous ce battre point de vue-là, pour la LGV? Tout à fait. Je Pour vais me l'avion? battre. Il va falloir voir l'étude d'impact environnemental de la LGV aussi, comment elle passe, etc. Ce sont des questions importantes. Mais il est clair qu'il faut privilégier le train à l'avion, rétablir un service public ferroviaire digne de ce nom dans ce pays, car la privatisation du rail a été une catastrophe. Et Je vais vous il donner est la parole, important. monsieur Coataner. Et il est important également de se dire qu'il y a des porteurs de projets formidables. À Brest, Guilher, Board, Gouesnou, il y a des porteurs de projets formidables. Et notamment, il y a une idée que j'aurais à cœur de pousser dans mon mandat, c'est celle d'une université de la mer sous le patronage de l'ONU, qui a déjà été lancée par quelques chercheurs. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et car l'ONU, c'est un cadre auquel nous tenons énormément. La mer,
c'est également un enjeu décisif de la planification écologique. Renouer le long terme, respecter notre environnement, et il est absolument nécessaire de le faire. La planification écologique, vous nous avez pris le terme, nous on va le faire. L'avion. Alors moi, je défends l'idée assez simple, mais que je crois efficace, du pacte. Pacte territorial, c'est-à-dire qu'un député de la nation, bon, il doit être mobilisé, mais c'est mieux qu'il entraîne avec lui. Et donc moi, demain, je veux travailler avec tous les acteurs du territoire. C'est évidemment les autres élus, parlementaires, si vous permettez, parlementaires, sénateurs et députés européens. Pierre Karleskind, qui s'est battu avec nos parlementaires pour qu'on soit dans le schéma RTET, dans le viseur européen. C'est très Merci de rappeler mon bilan. Merci. On va laisser. Enfin, ramenez pas tout à votre nombril, vous n'êtes pas seul. Et c'est justement ce que j'essaye de développer, c'est qu'il faut tirer tous ensemble. Parce que demain, alors on va mener les combats que vous évoquez, 3 heures. Mais enfin, avant de mener ce combat, moi je veux être plus concret. Je veux plus de trains. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez réserver votre train pour aller à Paris le lundi matin, c'est complet. Parce qu'à sa charge à Rennes et éventuellement Laval ou Le Mans, et au départ de Brest, vous n'avez plus de place. Donc il faut se battre pour que la SNCF, en lien avec la région d'ailleurs, respecte les contrats qu'elle a signés. Et puis je veux me battre pour qu'il y ait plus de trains bolides et pas que de Paris vers Brest. Train bolide, c'est 3 heures à la 17. Et puis je veux me battre pour qu'il y ait aussi du Wi-Fi du début jusqu'à la fin. Parce qu'un chef d'entreprise qui prend ce train, eh bien, il doit pouvoir travailler. C'est un bureau. Et moi, je préfère effectivement que l'on développe de manière concrète, efficace ces choses-là, tout en menant le combat. Mais enfin, il ne faut pas vendre du rêve si on n'est pas capable de le tenir les 3 heures. Je crois qu'il y a avant d'autres enjeux que je viens de rappeler. Anne Gélébar, la LGV, l'avion, comment on tout ça. désenclave Alors moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que derrière l'économie bleue, il y a nécessairement un impératif d'économie verte. Parce que, effectivement, quand on parle d'économie bleue, on considère les océans et les mers comme des ressources économiques. Et les ressources économiques, il faut logiquement les préserver et les garder en bonne santé pour que cette économie bleue puisse se poursuivre dans le temps, tout simplement. Donc, il faut mener des recherches, des actions, tout ce qu'il est nécessaire pour que cette ressource soit une ressource durable. Alors justement, puisqu'il est question de verre, il est question aussi des moyens de transport, parce que ça n'aurait pas trop de sens finalement de mettre d'aller vers la neutralité ou même la résilience écologique si finalement il y a autant de circulation routière concernant le fret. Peut-être plus le train. Et donc il faut le train. Alors, Elisabeth Louvel, sur cette question. Oui, sur cette question. Écoutez, mon suppléant est pilote de ligne, donc j'ai une réponse assez concrète sur ce qui se passe pour Brest. Et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est discuter avec les directions de Transavia et Air France qui se partagent des lignes entre Brest et Paris. Mais attendez, justement, parce que ils partagent cette arrivée à Roissy et cette arrivée à Orly. Parce que quand vous arrivez à Roissy, ça privilégie les escales et les vols internationaux. Quand vous arrivez à Orly, c'est plus pratique pour aller travailler à Paris. Donc ce serait un aménagement de ces lignes-là qu'il faudrait faire. Vous vous battriez pour ça. Donc moi, les lignes aériennes, je trouve ça très important pour désenclaver la ville de Brest. Oui. Et il y a aussi évidemment la Marine nationale qui est aussi porteuse d'emploi et de développement. Et ce serait bien qu'un deuxième porte-avions puisse être basé chez nous. Je suis obligée de vous interrompre parce que maintenant, vous allez avoir votre dernière question. Comment vous allez vous battre? Quel dossier vous allez mener à l'Assemblée nationale en priorité? Vous avez 30 secondes, le chrono part. Monsieur Larsonneur, à vous. Eh bien, je ne vais pas vous dire ce que je ferai, mais ce que je fais aujourd'hui en tant que député depuis l'élection du président de la République. Je me bats concrètement pour que la réforme des retraites soit une réforme de justice sociale. Ça veut dire travailler sur des sujets délicats comme la pénibilité, les carrières longues, et je le fais au quotidien avec les organisations syndicales, patronales, avec les filières et les branches. Voilà, je le fais pour vous. Alors les 12 et 19 mois prochains, je compte sur vous. Merci beaucoup à vous. Écoutez, comme l'a été ce quinquennat, je veux placer ma priorité sur le pouvoir d'achat.
nous avons beaucoup œuvré. C'est la baisse de la taxe d'habitation pour un peu plus de 360 000 foyers finistériens qui ont ainsi eu un pouvoir d'achat, si je puis dire, supplémentaire d'un peu plus de 730 €. Dans cet même esprit, je veux pouvoir demain porter, c'est-à-dire dès le mois de juillet, des mesures concrètes que veut la Première ministre sur le pouvoir d'achat. C'est l'indexation des retraites sur l'inflation, c'est le maintien du bouclier gaz et électricité, et c'est voilà. d'être dans le concret Merci à vous. auprès des Brestoises et des Brestois. Pierre-Yves Cadalin. J'ai à cœur de porter à l'Assemblée nationale, en votre nom, la réforme des retraites qui portera l'âge de départ à 60 ans avec 40 annuités sans décote. Car il est important, les gens, c'est insupportable pour tant et tant de se dire que, comme le président de la République, nous irions travailler jusqu'à 65 ans, c'est ce qu'il propose. Eh bien, nous proposons de renouer avec notre histoire, celle de la République sociale, avec une nouvelle majorité, celle de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Nous allons le faire, nous allons faire la retraite à 60 ans et la victoire est possible. Reza Salami, c'est à vous. Sur le banc. Plusieurs chantiers s'offrent à nous. La question de pouvoir d'achat des plus démunis, la justice sociale, égalité femmes-hommes, la refonte des services publics, la transition écologique, bien évidemment. Cependant, nous sommes dans une situation géopolitique extrêmement tendue. Notre question européenne est mise en cause. Je suis profondément européen et la défense est au cœur de préoccupations de notre circonscription. C'est pourquoi, en tant que député, je me battrai pour la construction d'une défense européenne. Merci beaucoup. Anne Gélébar, c'est votre tour. Une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. C'est une citation de Paul Ricoeur et ça met l'accent sur l'éducation. Mon chantier sera celui d'une refonte de l'éducation parce que je considère que beaucoup des maux de notre société viennent de ce que l'être humain est trop axé sur l'avoir et pas assez sur l'être. Cela, il faut l'enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge. Et donc, il s'agira de mettre en place, de la maternelle à l'université, une formation continue au devoir. Beaucoup. Elisabeth Nouvelle. c'est à vous. Oui, alors en tant que députée, mère de famille et femme, je désire que la ville de Brest redevienne paisible et sereine telle que je l'ai connue. Et pour cela, je porterai des lois qui concerneront la fin du dispositif des mineurs isolés, l'expulsion de tous les délinquants et criminels étrangers et l'expulsion également des délinquants, des trafiquants, des logements sociaux. Je considère en effet que pour l'avenir de nos enfants et leur tranquillité, nous devons retrouver une vie sereine et pour l'avenir du pays également. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Précisons que dans cette circonscription, d'autres candidatures se sont fait connaître. Mickaël Cabon d'Hiver, Rémi Collard, Lutte ouvrière. Gérald Debert de Debout la France, Melvinita du Parti ouvrier indépendant et démocratique. Jean-Yves Lecor, écologiste. Sylvia Madec, Parti breton. Sandrine Migerel de l'UDB et Fortuné Pellicano du Parti radical de gauche. Yvette Poulou-Awek pour le Rassemblement national. Alice Vasseur, Brest, la liste citoyenne. Merci beaucoup à Valérie de votre présence. Cette émission est à voir et à revoir sur la plateforme France.tv. Ce soir à 23h15, nouveau rendez-vous, cette fois avec les candidats de la 6e circonscription du Finistère, Carhaix-Châteaulin. La campagne des législatives, c'est sur France 3 Bretagne. Merci à tous de votre fidélité. Merci infiniment.